Mon kit entrepreneur, le podcast du réseau Initiative France, présenté par Dimitri Léconnier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Mon kit entrepreneur, le nouveau podcast du réseau Initiative France, rempli de conseils pratiques et de retours d'expérience pour celles et ceux qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise. Comment je me finance, qui peut m'accompagner, comment je donne du sens à mon projet. Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre tout au long de cette série de podcasts. Et pour ce premier épisode, on va commencer avec une question absolument essentielle. Comment on devient entrepreneur? À quel moment on décide de se lancer? Est-ce que ça s'apprend? Et pour cela, je suis entouré de mes invités du jour. Alors tout d'abord, Aurélie Boppel. Aurélie, bonjour. Bonjour Dimitri. Aurélie Boppel, vous êtes donc coprésidente du réseau Initiative Pays de Loire et également avec moi Antoine Forçant. Antoine, bonjour. Bonjour Dimitri. Antoine, vous êtes donc chargé d'affaires professionnelles au Crédit Mutuel de Bourg-la-Reine et également avec moi Mariam Quinault. Mariam, bonjour. Bonjour Dimitri. Mariam, vous avez repris très récemment Ergoform, qui est un organisme de formation professionnelle spécialisé dans la bientraitance des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ça tombe bien parce que c'est justement avec vous que nous allons débuter ce podcast, puisque tout de suite c'est le témoignage. Alors Mariam, en premier lieu, est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de votre entreprise? Alors la genèse, déjà ça c'est le cheminement d'un parcours professionnel, qui a tout son sens et qui paraît cohérent. Je suis de formation initiale infirmière, donc dans les soins, une expérience de plus de 10 ans auprès des personnes en situation de vulnérabilité, telles que les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Donc, de par cette expérience-là, du coup, j'avais envie de transmettre. Donc, c'est pourquoi ensuite j'ai été enseignante, professeure, dans un lycée professionnel, dans les bacs pro ASSP. Alors ASSP, c'est accompagnement, soins et services à la personne. C'est-à-dire que je transmettais aux élèves tout le savoir que moi j'avais pu récolter en amont, tout ce que j'avais pu comprendre, la connaissance du secteur, comment on accompagne une personne en situation de vulnérabilité. C'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Et puis, fort de ça, d'avoir cette expérience dans le soin et cette expérience de formatrice enseignante, c'est par opportunité finalement, parce que j'ai rencontré en fait l'ex-gérant de mon entreprise, Ergoform, qui est venu me démarcher quand j'étais professeure et qui m'a demandé d'être formatrice. Et du coup, chemin allant, donc on s'est rencontrés plusieurs fois. Et puis, il se trouve que moi, mon conjoint est dans l'expertise comptable. Donc, sachant cela, lui, il partait en retraite. Ça faisait 2 ans qu'il cherchait quelqu'un pour reprendre. Donc, là, il s'est dit, tiens, Mariam, tu es formatrice, ton conjoint est dans l'expertise comptable. Est-ce que tu n'aurais pas envie de reprendre ? Je vous avoue que la première réponse a été non, n'importe quoi. Moi là, j'avais pas du tout envie, puis j'avais pas du tout ça en tête. Et en fait, c'est en y réfléchissant, vous voyez, je me dis, ce serait pas mal, c'est toujours un truc que j'ai toujours voulu faire. Ça fait très longtemps. Il faut savoir que mon papa était chef d'entreprise, donc j'avais quand même ça comme expérience familiale. Et puis, j'ai un conjoint qui travaille avec les entreprises, ses fameux clients. Donc, ça paraissait cohérent. Et puis, puis à un moment donné, j'ai eu envie de me lancer, sachant que après l'étude du bilan, ça paraissait une entreprise très saine, pérenne, qui était en plus en vue dans la formation continue du secteur social et médico-social. Donc, je me suis lancée. Pourquoi la reprise plutôt qu'une création? Alors moi, je suis quelqu'un de pragmatique, c'est-à-dire que la création, je ne suis pas quelqu'un que je sais pas d'avoir des grandes idées. Je préfère quelque chose qui marche, qui est pérenne depuis quelques années. En tout cas, moi, ça me rassure. Donc, la reprise d'entreprise, on sait que l'entreprise marche depuis un certain temps, qu'il y a des clients, que ça fonctionne, qu'il y a des produits, des prestations qui répondent vraiment aux besoins du secteur. Donc, et puis après, il y a aussi la philosophie de l'humanitude qui était vraiment en adéquation avec mes valeurs professionnelles. Ces valeurs de bientraitance, de confiance, de traiter les autres comme on voudrait être nous-mêmes traités. Donc tout ça avait du sens pour moi. Et dans mon parcours, ça m'a paru vraiment cohérent. J'ai envie de dire que
planètes étaient alignées. Donc, c'est venu tout simplement. Et puis, par contre, ce que je peux dire, c'est que est-ce que c'est difficile de devenir entrepreneuse? Oui. Parce que moi, ça a été un cheminement long. 2017, la première proposition de l'ex-gérant, et j'ai repris l'entreprise que le 8 mars 2019. Et comment, justement, vous êtes formé entre-temps? Comment vous avez réussi à passer cette étape-là? Alors, faut savoir que j'étais donc professeure dans un lycée, donc titulaire de mon poste. Donc, je ne pars pas comme ça, du jour au lendemain. Enfin, l'éducation nationale ne vous laisse pas partir. Donc, il a fallu que déjà je négocie mon départ, et que j'ai bien négocié, parce que du coup, quittant la fonction publique, j'ai eu droit à une indemnité de départ volontaire, ce qui m'a fait mon apport personnel. Donc ça, c'est intéressant, parce que du coup, j'ai eu un apport personnel, enfin j'ai eu l'indemnité de départ volontaire plus mon apport personnel. Ça m'a permis de financer une partie de l'entreprise, en tout cas, une certaine partie de l'apport. Et puis après, j'ai été voir Initiative Sarthe, parce que moi j'habite la Sarthe. Et là, c'était important parce que il y a eu un accompagnement de au moins 9 mois, parce que moi je suis novice, je ne savais pas qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, comment on s'en occupe, tout ce qui était bilan, comptabilité. Et j'avoue que c'est le chargé de projet de Initiative Sarthe qui m'a rassurée. On a eu, je pense, 5-6 rendez-vous, et au fur et à mesure que l'on avançait dans les rendez-vous, je voyais. C'était de plus en plus clair, le projet me paraissait de plus en plus clair. Au début, c'était la nébuleuse, je me suis dit, oh là là. Et puis, il m'a rassurée, il m'a montré les choses pratico-pratiques. Étant quelqu'un de pragmatique, je voulais avoir des éléments concrets. Comment je m'en sors, les tableaux de bord, comment je finance, le management, les payes. Enfin voilà, j'avais des questions très concrètes, et il a su répondre à toutes ces questions. Et en tant que... Alors, tout ce qui concerne la formation, j'ai envie de dire que ce qui me paraît important, c'est d'avoir déjà l'expertise dans le secteur de l'entreprise, parce que le reste, j'avoue que tout ce qui est comptabilité, management, marketing, commercial, j'ai appris sur le tas. Vraiment, j'ai appris sur le tas, mais en même temps, je ne suis pas au début de ma carrière professionnelle. J'avais quand même avant pratiquement plus de 20 ans de professionnalisme dans le soin, dans la formation. Mais je me suis sentie vraiment novice dans cette partie-là. C'est-à-dire, OK, comment je fais pour démarcher un client, la négociation commerciale. Tout ça, ça a été très nouveau pour moi, et j'ai eu des bugs, ce qui est normal. Le premier client, il m'a regardé, il s'est dit, mais c'est qui celle-là? Donc, je me suis améliorée, j'ai revu mon argumentaire, j'ai été voir des podcasts, j'ai été voir des choses sur YouTube. Tiens, comment on fait pour négocier, pour rencontrer un client? Donc, tout ça, c'était pas mon corps de métier. Donc, je l'ai appris, j'ai envie de dire... sur le tas, en quelque sorte. Sur le tas, moi-même, en interrogeant, en regardant, en lisant, parce que n'étant pas mon corps de métier, c'était pas, aisé pour moi. Et puis, je vous parle même pas de la communication, tout ce qui est réseaux sociaux. J'étais aussi très très novice. Donc là aussi, j'ai appris, et c'est important, j'ai envie de dire, quand on reprend une entreprise, de se faire connaître. Parce que moi, j'avais quelqu'un qui était là depuis longtemps. Donc, j'étais nouvelle, et ma crainte, c'était de me dire, est-ce que les clients vont me faire confiance, moi aussi? Parce que, l'autre avait une légitimité que j'avais peut-être pas. Donc, il a fallu que je communique là-dessus, qui je suis, d'où je viens, quelles sont mes expériences, et qu'est-ce qui fait que, oui, ils vont me faire confiance également à moi, et que je vais être capable de porter l'entreprise. Donc ça, j'ai fait un gros travail là-dessus. Comment je me mets en avant, donc j'ai appris sur les réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas encore à faire des carousels ou je ne sais quoi. J'en suis pas là. Vous avez quand même déjà acquis certaines bases de ce point de vue-là. Tout à fait. Parce que ça fait partie, c'est important dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, de communiquer sur ce que l'on fait, ce que l'on propose, quelles sont nos valeurs, à quel type de besoin on répond, et du coup, quels sont les clients que l'on peut attirer ou fidéliser. Voilà. Merci beaucoup, Mariam, pour ce retour d'expérience très très riche. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'en parler ensemble avec nos experts du jour. C'est la seconde partie de ce podcast, la marche à suivre.
Alors Antoine, Aurélie, vous avez tous les deux écouté attentivement le témoignage de Mariam. Première question toute bête, qu'est-ce qui vous inspire ce témoignage ? Eh bien, déjà, merci Mariam pour votre témoignage et félicitations pour cette réussite. Moi, ce qui m'a marqué dans votre témoignage, c'est que vous avez dit un petit peu tout ce qu'un banquier aime entendre. Alors, désolé, hein, je prêche pour ma paroisse, mais effectivement, un banquier, il aime entendre un repreneur qui a de l'expérience sur le domaine, même s'il n'a pas fait de formation de gestionnaire d'entreprise, il a de l'expérience sur le domaine qu'il va porter. On a aussi quelqu'un qui est autodidacte. Hein. J'entendais tout à l'heure que vous disiez que vous cherchiez à chaque fois comment renégocier. Alors, sur YouTube, par des tutos, peut-être par des formations. Vous êtes formatrice, donc vous avez peut-être un réseau pour cela. Mais en tout cas, j'ai entendu qu'il fallait être autodidacte. J'ai entendu aussi qu'il fallait être bien entouré. Je crois que votre conjoint est dans la partie comptable. Je pense qu'il a pu vous aider sur la partie reprise, bilan prévisionnel qui sont demandés par les banques quand vous sollicitez des crédits, etc. Donc, effectivement, je pense que ces 3 composantes sont essentielles pour un entrepreneur qui souhaite soit créer, soit reprendre une entreprise existante. Moi, je dois avouer que je suis aussi très heureuse du témoignage de Mariam, puisque je retrouve tout ce qui caractérise la raison d'être du réseau Initiative. On entend cet accompagnement à la fois amont, puis on va évoquer celui en aval de l'accompagnement financier, notamment que vous avez obtenu via un prêt d'honneur. Mais là, dans ce cadre-là, dans le cadre d'une transmission, et c'est le cas de la reprise des entreprises, c'est vrai que c'est un sujet pas forcément évident. Vous le disiez, quand on m'a proposé, moi, c'est plutôt été, non, pas possible. Parce qu'il y a énormément d'a priori, je pense, sur de base la question peut-être financière que ça implique ou, comme vous le disiez, du savoir-faire de dirigeants que ça requiert. Alors, non pas que ce soit pas vrai, mais c'est effectivement des choses qui peuvent s'étudier. Et de la même façon, en termes de création d'entreprise, on a toujours toutes les bonnes raisons pour ne pas y aller si on s'écoute. Et moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il ne faut pas attendre la validation des autres pour se lancer. Et en même temps, bien évidemment, il faut être quand même sûr de soi, avec une idée précise, travailler, parce que voilà, c'est pas tous les réseaux qui vont faire l'essentiel pour vous. Mais là, on retrouve vraiment la raison d'être d'Initiative avec, voilà, en Pays de la Loire, ce fonds de pré-transmission, mais c'est surtout une centaine de points d'accueil, donc parce qu'il faut trouver aussi à qui s'adresser. Alors avec votre conjoint expert comptable, le réseau Initiative devait être connu, mais c'est souvent ça au départ, par quel bout on commence. Et là, typiquement, l'application Mon Kit Entrepreneur, elle doit s'adresser à absolument toute personne qui, à un moment, se pose la question de est-ce que je crée une entreprise ou pas. Moi, je dis toujours, à partir du moment où on se pose la question, il faut tenter. Et par l'application, voilà, il y a déjà toutes les premières questions qui vont vous permettre de comprendre, de vous diriger vers les premières étapes qui sont souvent complètement inconnues. Alors, vous l'avez évoqué, hein, la question de l'idée d'entreprendre, pardon, je vais la reprendre. Alors, vous l'avez évoqué, effectivement, la question de l'idée d'entreprendre est extrêmement importante. En l'occurrence, là, il s'agissait d'une reprise. C'est une condition, bien sûr, sine qua non. Néanmoins, quels sont les autres items que vous percevez ? Qu'est-ce qui est vraiment prépondérant, fondamental quand on souhaite créer ou reprendre une entreprise ? Il faut, y a un moment de toute façon où il faut arrêter juste de l'avoir en tête. Il faut se confronter à une réalité et c'est typiquement en allant rencontrer les acteurs du territoire, alors économique, bancaire et puis les réseaux comme Initiative qui vont tout de suite savoir vous rediriger si nécessaire selon l'état d'avancement de votre projet vers des structures accompagnantes. Mais l'idée, franchement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'idée ne suffira jamais. Que ce soit en créa ou en reprise, parce que derrière, en fait, il faut faire, il faut réaliser et mettre en place. Et c'est clairement à ça qu'accompagne le réseau Initiative, c'est-à-dire que, vous le disiez, hein, on a répondu à mes questions, on m'a dirigé vers de la ressource, de la matière pour avancer. On a et puis voilà. Après, il y a les leviers avec le prêt d'honneur à taux zéro et sans garantie qui font levier auprès des
des banques, ce qui fait que même, voilà, vous aviez un apport financier au départ, mais souvent, par exemple, voilà, on peut se dire, je ne songe même pas. J'avais un exemple la semaine dernière d'une femme plutôt formation sur les gestes de premier secours pour entreprise. Et le point bloquant, hein, ça fait 1 an et demi qu'elle y pense, le point bloquant, c'est le financement du matériel. Et en fait, ma première question, ça a été, c'est quelle enveloppe ? Moi, je ne me rendant pas compte, est-ce que c'est 5 000, 10 000, 25 000 et en fait, ça n'avait pas été chiffré. Et éventuellement, du coup, comment on fait pour chiffrer ça, etc. Et c'est à ça qu'on peut accompagner. Alors moi, j'aurais envie de dire que dans la prise de décision, il y a peut-être 3 niveaux. Alors, il y aura un niveau en termes de professionnel, c'est-à-dire est-ce qu'on a les compétences professionnelles, enfin, est-ce qu'on maîtrise le savoir, hein, comme le disait tout à l'heure Antoine. Et puis, il y a aussi le niveau familial. Reprendre une entreprise, c'est quand même très engageant. Donc, il faut que la famille suive. Il faut vraiment être soutenu. Moi, personnellement, je n'aurais pas pu faire ça ayant mes enfants petits. Parce que ça demande un engagement de tous les instants, parce que chef d'entreprise, c'est pas du lundi au vendredi, hein, c'est tous les jours, même les vacances. Donc il faut vraiment avoir une structure familiale ou au moins être peut-être un peu déchargé. Moi j'ai fait ça, mes enfants étaient grands, enfin la petite dernière était au lycée, donc ce niveau familial pour moi il me paraît hyper important. L'autre niveau qui me paraît essentiel également, c'est le niveau personnel. Est-ce que personnellement j'ai confiance en moi? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je peux avoir des ressources, être soutenue? Est-ce que je peux être accompagnée? Voilà. En tout cas, quand ces 3 niveaux-là sont bons et que voilà, on a pu évaluer, je pense que là, la prise de décision est plus facile. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai pris ma décision à ces 3 niveaux-là. J'aimerais d'ailleurs qu'on revienne, si vous le voulez bien, sur la notion de business plan, alors qui est évidemment là aussi très importante quand on reprend une activité, peut-être à fortiori quand on la démarre. Voilà, déjà, ce serait intéressant de revenir sur la définition même du business plan, qui est peut-être un peu nébuleuse pour certains. Et ensuite, comment on trouve les ressources finalement pour créer ce business plan? C'est vrai que c'est pas évident quand on n'a pas une formation qui permet justement d'appréhender ce type d'exercice qui est pourtant absolument essentiel. En fait, si vous voulez, le business plan, il ne doit pas émaner forcément que du dirigeant. Ça émane plutôt d'une coopération entre son comptable. Alors, dans le cas d'un repreneur, c'est même du pain béni pour le comptable existant, puisqu'il a déjà toutes les informations financières de l'entreprise, ses résultats, ses performances, sa rentabilité. Donc, si vous voulez, le business plan, il ne faut pas du tout que le chef d'entreprise désireux de créer une structure ou d'en reprendre une s'arrête en se disant « Tiens, je ne sais pas faire un business plan, ça va être compliqué ». Non, là, il y a quelqu'un pour l'accompagner. C'est un métier, ça se fait très bien par les comptables. En général, le business plan est suivi d'un bilan prévisionnel qui est également établi par le comptable. Et en gros, l'idée de ce document, c'est d'aller présenter l'exercice de l'activité, qui est le repreneur, qu'est-ce qu'il va apporter de plus, comment on va faire cette activité-là, comment on va capter son chiffre d'affaires d'une manière ou d'une autre. Et après, le bilan prévisionnel est là pour montrer la rentabilité de l'entreprise sur les prochaines années et permettre le financement qui est demandé. Mariam, je vous voyais acquiescer si vous voulez réagir. Vous, dans votre cas précis, comment ça s'est passé ? Alors, j'avoue que moi, business plan, tout ça, ça me parlait pas trop. Et comme disait Antoine, c'est vraiment, c'est le comptable. Hein. Moi, ce que je peux en comprendre sur le business plan et ce qui m'a intéressée, c'est d'être rassurée sur comment mon entreprise allait pouvoir se financer. En plus, je crois que c'est sur plusieurs années. Donc, et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tous les niveaux en termes de salaire, mais aussi, tout ce qui émane. L'immobilier, le mobilier. Enfin, donc c'est rassurant, même si on n'y connaît rien en comptabilité, d'aller se confronter à qu'est-ce que ça va donner en termes de chiffre d'affaires, combien de ventes, combien de produits il va falloir que je vende pour que je maintienne mon chiffre d'affaires. Donc en tout cas, c'est intéressant et c'est rassurant.
quoique un petit peu stressant parce que je me dis ok voilà sur le papier c'est ça, mais est-ce que réellement je vais pouvoir faire ce qui est sur le papier? Oui, j'allais dire, je vais retenir, je crois que c'est la première fois que j'entends qu'un business plan ça peut être rassurant, mais c'est génial d'avoir ces deux facettes-là parce que c'est effectivement la projection de la stratégie. Donc ça permet, comme vous le disiez, de se rendre compte comment l'entreprise va fonctionner. Ça permet aussi de se poser du coup les questions, comment je vais aller chercher mes clients, combien je dois aller en chercher, etc. Et du coup, derrière, de mettre véritablement des plans d'action concrets, là où, au départ, je pense que tant qu'on n'a pas vu ça, c'est juste un gros sac fourre-tout, avec peut-être une quantité de chapitres qu'on n'imagine même pas. Et ça peut faire peur, justement, quand on le voit. Alors oui, effectivement, le business plan et le prévisionnel derrière, généralement, c'est aussi le petit coup de pression, mais ça peut être le moteur, parce que c'est ce qui nous indique aussi voilà, qu'il faut remplir notre carnet de commandes. Et juste pour revenir sur ce que vous évoquiez, Mariam, tout à l'heure, à propos de l'aspect confiance en soi et vie personnelle, alors moi, je suis complètement d'accord. Et en même temps, je pense qu'il y a autant d'entrepreneurs et entrepreneuses que d'entreprises, finalement. Juste pour la petite histoire, en fait, moi, j'ai créé il y a plus de 18 ans mon entreprise, mon cabinet de conseil, parce que mes enfants étaient en bas âge et que je voulais gérer mon temps comme je le souhaitais. Donc, ça implique d'autres contraintes, hein, mais c'était... ce qui est le dénominateur commun, c'est que c'est un choix assumé. Et en fait, voilà, c'est création d'entreprise ou reprise d'entreprise, de toute façon, c'est du risque. Mais à partir du moment où on se dit, allez, je tente, c'est qu'on assume. Et donc, derrière, il faut juste avoir un tempérament qui ne va pas tout abandonner au moindre frein ou au moindre aspect irritant qui peut arriver. Parce que par contre, voilà, c'est le parcours classique. Il y aura forcément des surprises agréables et d'autres moins agréables. De quoi baisser les bras très souvent. Mais en fait, justement, c'est aussi parce qu'on a des réseaux qui nous accompagnent. Et dans le cas d'Initiative, c'est aussi parce qu'on a des parrains et marraines qui accompagnent les entrepreneurs et entrepreneuses qui ont eu des prêts d'honneur, qu'on peut avoir cet échange-là aussi qui nous permet de ne pas baisser les bras au moindre petit coup dur. On a beaucoup parlé des bonnes pratiques. Est-ce que réciproquement, vous percevez, de par vos expériences respectives, des écueils qu'il ne faut pas commettre et malheureusement qui reviennent assez souvent? Je ne sais pas si on peut parler de mauvaises pratiques, mais en tout cas, pour mon témoignage personnel, je me suis lancée à fond au départ. Alors, je pense que c'était nécessaire pour que je comprenne, mais peut-être trop. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis un peu épuisée. Je pense que il y a besoin en tant que chef d'entreprise d'avoir de se donner du temps pour se reposer. Enfin voilà, moi les vacances scolaires, oui je les prenais, mais j'avais mon ordi, donc en fait j'étais pas vraiment en vacances. Et c'est bien après là que je l'ai compris. Mais voilà, au départ, en tout cas moi je l'ai pas compris que il fallait que je me repose, que je m'accorde des temps où j'étais voilà. Off, quoi. Il y a l'entreprise, même, sauf si grave problème, mais qu'elle pouvait de temps en temps marcher sans moi. Et au départ, je me disais, non, si je suis pas là, ça peut pas marcher. Si. Il faut que tu mettes tout en place pour justement qu'elle puisse marcher quand tu n'es pas là. Parce que moi, j'ai une entreprise de 10 salariés, donc voilà, donc j'ai mis en place ces choses pour que je puisse me reposer et qu'il y a un problème, qui va gérer si je suis pas là, et que moi je suis pas accrochée à mon téléphone, voilà, et que je puisse vraiment me reposer au niveau mental, et c'est très important. Oui, alors effectivement, ce que disait Mariam est juste. Un chef d'entreprise, il est corps et âme dans son entreprise. Il y consacre beaucoup de temps. C'est pour ça que je reviens un tout petit peu sur ce qu'on disait précédemment. Vous demandiez les écueils de ce qu'il ne faut pas faire, pour le coup. Le chef d'entreprise qui ne connaît pas son entreprise, qui ne connaît pas son business model, qui ne connaît pas sa façon de capter du chiffre d'affaires, ça va être très compliqué d'aller solliciter des concours bancaires notamment, ou des accompagnements, parce qu'on va le challenger, on va le pousser un petit peu à nous expliquer comment il va faire, qu'est-ce qu'il va apporter. S'il n'est pas capable de répondre à ces questions-là, je pense que l'aventure elle va être très vite interrompue pour lui. Après, dans ce que vous disiez, effectivement, le chef d'entreprise, il a un quotidien alors qui est différent suivant l'entreprise que vous montiez. J'entendais Aurélie tout à l'heure dire je monte une société de conseil pour gérer mon temps de travail.
vous ne montez pas un restaurant pour gérer votre temps de travail. Ça, c'est impossible. Donc, vous voyez, il y a bien des agendas qui seront différents, des implications qui seront différentes au niveau personnel, suivant le type d'entreprise que vous reprenez. Donc ça, il faut en être conscient avant, parce que quand vous avez levé des financements, quand vous avez éventuellement des salariés, vous avez des obligations. Donc tout ça, il faut l'anticiper un petit peu en avance. Et moi, j'ai toujours dit à mes chefs d'entreprise repreneurs, alors il y a eu pas mal de reprises de restaurants il y a quelques années, je leur disais à chaque fois, allez voir le quotidien d'un restaurateur, allez voir l'heure à laquelle il se lève, l'heure à laquelle il mange, parce que c'est pas à midi, allez voir l'heure à laquelle il se couche, et si votre vie personnelle est en cohérence avec tout cela, parce que socialement, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Et juste pour compléter, ça me fait penser à un programme que le réseau Initiative a mis en place, alors quasiment sur toute la France, qui s'appelle Vie ma vie d'entrepreneuse, où finalement on crée des binômes, on propose à des binômes de se former entre une entrepreneuse initiative, qui est installée depuis quelques années, et une créatrice qui est en train de franchir le pas, mais justement pour qu'il y ait des échanges entre elles. Et le terrain nous confirme que c'est un temps souhaité pour se rendre compte d'une réalité en tant que chef d'entreprise qui permet du coup de passer à l'acte, mais en conscience. Et pour les écueils à éviter, alors moi, il y en a un qui est évident parce que tout au long de notre carrière d'entrepreneur, en fait, il va nous poursuivre. C'est surtout apprendre à ne pas rester seul et isolé dans sa posture de chef d'entreprise. Et véritablement, au sein du réseau Initiative, il faut faire confiance. Alors, il y a 206 associations sur l'ensemble du territoire. C'est encore plus, je vois en Pays de la Loire, c'est 11 assos, mais il y a 97 points d'accueil. Et en fait, il faut vraiment aller oser franchir les portes parce que vous rencontrez les équipes salariées qui sont de toute façon bienveillantes. Et qui en plus ont cette expertise en termes d'accueil, d'identification du stade où vous en êtes, de la problématique, qui peuvent complètement identifier rapidement le niveau, le type d'accompagnement dont vous avez besoin à l'instant. Et souvent, on va rester dans là je suis juste épuisée, je m'en sors pas, alors qu'en fait il y a aussi des programmes que soit le réseau Initiative fait, soit d'autres acteurs vers lesquels on va rediriger. Et dernière chose, c'est il faut aussi oser, et ça c'est trop rarement sollicité. Alors, est-ce que c'est la culture française? Je ne sais pas, mais oser demander à d'autres professionnels déjà en place des contacts directs avec des professionnels qui peuvent vous intéresser, alors soit pour du business direct, soit pour d'autres choses un peu périphériques. De toute façon, les personnes qui ne souhaitent pas partager leur réseau, vous le verrez très vite, mais les 3/4 du temps, les gens sont OK pour... Donc, vous gagnez énormément de temps, alors qu'en fait, on reste sur des a priori où on a l'impression qu'on va déranger, alors que non. En fait, il faut penser à faire avancer le business de sa boîte. Et ça y contribue. Oui, c'est ça, il faut vraiment oser justement solliciter du monde, ça on l'a bien compris. Peut-être une dernière question, on l'a dit, il faut se former entre guillemets sur le tas, les ressources sont pléthoriques, il y a énormément de dispositifs de soutien, d'accompagnement, également beaucoup de ressources sur Internet. Comment finalement on arrive à faire le tri, à séparer le bon grain de livret et à pas se perdre un peu dans cette jungle de dispositifs et de ressources? C'est le vrai problème, et ça notamment, je l'ai vu au niveau des startups quand j'en accompagnais hors Initiative. Il y a, de toute façon, le dirigeant, c'est le seul maître de son bateau. Donc, il faut savoir identifier la ressource, la recueillir, mais effectivement l'adapter à son timing, à sa réalité et à ses objectifs aussi qui peuvent être jalonnés. C'est-à-dire que vouloir tout faire d'un coup, c'est peut-être juste utopique, alors que si on le répartit sur un moyen long terme, c'est complètement jouable. Il faut aussi, un entrepreneur, c'est aussi comme pour tout projet, une personne qui sait juste très bien s'entourer, à l'interne comme à l'externe. Moi, je suis avec une équipe qui fait bien mieux que moi tous les sujets pour lesquels j'aurais demandé de venir avec moi. Et donc, ça demande à la fois une humilité et en même temps, comme vous le disiez, une forte conviction sur notre potentiel et de l'entreprise et en tant qu'individu. Donc, oui, il y a un vrai risque de se perdre dans l'ensemble de ces ressources. C'est pour ça que je redis toujours, il faut garder en tête la notion de ne pas attendre la validation d'autres, parce qu'en fait, la dernière décision, c'est l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui la prend. Oui, effectivement, Dimitri, vous parliez de jungle.
pour l'entrepreneur, c'est un petit peu le cas. Effectivement, il y a beaucoup d'aides qui existent. Il y a beaucoup de structures accompagnantes qui existent aussi. Et on ne les connaît pas toutes. On ne sait pas ce qu'il y a forcément sur notre secteur. Moi, je vous dirais qu'il faut absolument toujours demander à chacun des intervenants que l'on rencontre, que ce soit justement le réseau, que ce soit son banquier, son comptable. Il faut toujours demander, parce qu'il peut y avoir des aides auxquelles on n'a pas connaissance, des aides de région, des prêts d'honneur, etc. Donc là-dessus, effectivement, il faut toujours être en recherche de... ça, c'est une qualité importante pour le chef d'entreprise. Alors, moi, pour répondre à cette question, j'ai envie de dire qu'en tant que chef d'entreprise, alors peut-être que le mot est fort, mais d'avoir une vision, c'est-à-dire où est-ce que vous voulez emmener votre entreprise. C'est-à-dire là, on est au point A, vous voulez l'emmener au point B. Et quels sont les objectifs? Qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place pour accéder donc à ce point B? Donc, et par rapport à ça, donc, il y a différents plans d'action. Et c'est à travers ces plans d'action que vous allez identifier de quoi vous avez besoin. Est-ce que c'est d'une formation? Est-ce que c'est d'un conseil? Est-ce que c'est aller voir, je sais pas, un autre chef d'entreprise, pas forcément du même secteur que vous? Pour vous donner mon expérience, je m'étais un petit peu intéressée, mais pas tant que ça, au niveau des réseaux sociaux. Et là, je suis dans un moment de mon entreprise où je souhaite créer un site internet et je souhaite le développer, qui me permette de communiquer la valeur de l'entreprise, ce qu'on propose. Et voilà, moi, je ne savais pas utiliser Canva. Là, en tant que formateur, moi, ce qui me paraît essentiel, par exemple, vous voyez, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Et là, clairement, j'ai dans mes objectifs de me former à l'intelligence artificielle et notamment à l'utilisation de ChatGPT. Donc, j'ai trifouillé et puis il se trouve qu'il y a BPI là, qui fait des choses, des formations gratuites pour les chefs d'entreprise. Donc, je me suis inscrite à une formation utiliser Canva et ChatGPT. Enfin voilà, c'est en fonction de mes objectifs et de ce que j'ai envie d'atteindre. Mais c'est pas comme ça, c'est vraiment parce que j'ai cet objectif-là et que qui sont les personnes qui vont pouvoir m'aider. Voilà, et du coup, je me forme parce que j'en ai besoin à ce moment-là. Une autre fois, tout début, c'était plutôt en termes de comptabilité. Moi, j'avais besoin de comprendre, même si j'ai un comptable, un mari très gentil, mais j'ai besoin aussi, moi, de comprendre, ça veut dire quoi, le compte des résultats, c'est quoi. Donc, j'avais été faire une formation de 3 jours. C'est quoi un compte de résultats, ça veut dire quoi, comment on peut l'analyser. Enfin, voilà, c'est en fonction de là où on en est, on va aller chercher les informations, mais parce que notre objectif, c'est celui-là. Mon objectif, c'est j'ai envie de comprendre et face à ça, mettre en face des tableaux de bord, des indicateurs de suivi et de performance propres à moi. Parce que le comptable, il m'en avait donné, mais ça ne me parlait pas. Je me dis, moi, je ne comprends pas. Voilà. BFR, par exemple, besoin de fonds de roulement. Moi, clairement, ça ne me parle pas. Voilà. Donc, je me suis mis mes indicateurs de suivi et de performance que moi, je comprends. Voilà. Et j'ai fait un tableau. Mais voilà, parce que ça me paraissait à ce moment-là important de maîtriser mon activité et de comprendre si ça marchait, s'il y avait un moment donné, tiens, là, peut-être que là, j'ai un peu moins de trésor, peut-être qu'il faut que je fasse attention. Voilà. C'est là où vous en avez besoin, au moment où vous en avez besoin, allez chercher la ressource, allez vous former, allez prendre des conseils. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que j'avoue que moi, j'ai fait une formation, je me suis fait avoir, je n'ai rien appris, j'ai payé très cher. Bon, ça, c'est pas grave, ça arrive. Je pense que tout le monde ici, on a eu des jours de formation où on pensait que c'était la formation super et en fait, on a gaspillé son argent. C'est pas grave, on passe, voilà. On continue quand même. Voilà, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas la peine de s'arrêter à un petit écueil. On continue, on avance. Voilà, extrêmement clair, parfait. Bien, merci à tous les trois pour ce temps d'échange et si vous le voulez bien, nous allons passer à la 3e et dernière partie de ce podcast, c'est le conseil. Bien, messieurs, dames, vous avez donc 1 minute chacun qui vous est alloué. Simplement, qu'est-ce que vous voulez dire pour conclure ce podcast ? Eh bien, top chrono, quel que soit votre âge, quelle que soit l'idée que vous ayez ou que vous n'avez pas encore, de toute façon, là, il va falloir télécharger l'application Mon Kit Entrepreneur ou
vous regardez sur Internet et vous cherchez le réseau initiative de votre région pour aller à la rencontre de l'association locale qui est la plus proche de chez vous, pour découvrir les équipes professionnelles qui vont pouvoir répondre à vos premières questions et lever certains doutes. Et en plus, faire connaissance avec le réseau qui a la richesse de 20 000 bénévoles, dont la majorité sont des chefs d'entreprise. Donc franchement, il ne faut pas passer à côté de ça, même si c'est peut-être pour découvrir que non, l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas pour moi tout de suite. Mais bon, j'ai bon espoir qu'en suivant ce process, vous allez être conforté dans votre élan. Antoine? Écoutez, moi, ce que j'aimerais dire aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est que aujourd'hui, quand on crée une société, le banquier, c'est une collaboration extrêmement étroite. C'est un fournisseur très important parmi la liste de fournisseurs. Donc, je le pousse vraiment à se rapprocher de son banquier, à lui faire confiance et à aller lui poser beaucoup de questions. C'est notamment pour ça que dans le groupe Crédit Mutuel, on accorde une énorme importance au service client et aux conseils qu'on peut lui apporter. Donc, je le pousserai vraiment à engager fortement une relation de confiance avec son partenaire bancaire. Et Mariam, pour conclure, tout à fait. Alors moi, comme conseil que je pourrais donner, ça serait de ne pas être seul, de ne jamais être isolé. Je vous donne mon cas lors du Covid. Alors ça a été vraiment dramatique parce que moi, je n'ai pas travaillé, enfin, je n'ai vendu aucune formation pendant 8 mois. Donc, imaginez, je venais de reprendre il y a une année juste avant. Donc, c'est parce que je n'ai pas été seule. Et notamment, je tiens à préciser, une des personnes qui m'a accompagnée pendant cette période du Covid, c'était un chargé de mission de l'initiative Sarthe qui m'a appelé tous les mois. Qui m'a appelé pour me dire bon bah comment ça va, le chiffre d'affaires, est-ce que ça va, tes salariés comment ils sont, enfin voilà, j'avais un interlocuteur, voilà, je savais qu'il allait m'appeler et c'était hyper utile parce que moi je devais soutenir mes salariés, mais qui était là pour me soutenir, voilà. Et franchement, enfin pour moi ça a été bénéfique de savoir que des personnes qui prenaient soin de moi en gros, hein, et qui venaient voilà s'enquérir de ouais, si j'allais bien, si qu'est-ce que ça faisait si mon activité fonctionnait pas, si je m'étais rapprochée de mon banquier pour le fameux PGE. Enfin, voilà, et c'est pour ça que je suis très proche, en tout cas moi, de l'association Initiative Sarthe, parce que je garde ça en tête que quand j'étais pas bien, ils étaient là pour moi. Franchement, et je trouve que donc ne pas rester seul, être entouré, accompagné, que ce soit dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Une dernière fois, merci à tous les trois pour tout ce que vous avez pu transmettre tout au long de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté ou visionné ce premier épisode de Mon Kit Entrepreneur. Et bien sûr, à très bientôt pour un nouvel épisode.